Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui 2 janvier 1973, les conversations américano-nord-vietnamiennes ont repris à Paris. À propos du Vietnam, recevant les vœux du corps diplomatique, M. Pompidou a dit « Je veux croire que les espérances de paix ne seront pas déçues une seconde fois ». Aujourd'hui également, combat aérien entre avions syriens et israéliens. La Française Patricia Emonet, 16 ans, a remporté le slalom féminin de Maribor en Yougoslavie. C'est ce matin enfin que la baisse de certains prix est entrée dans les faits. À la trêve des confiseurs succède en quelque sorte la valse des étiquettes, car il faut bien évidemment que les nouveaux prix soient indiqués dès aujourd'hui. Le ministre des Finances est dans ce studio, il nous parlera une nouvelle fois de la lutte contre l'inflation, mais aussi de l'emprunt d'État qui sera lancé le 16 de ce mois. Voyons d'abord ce qui s'est passé dans les magasins ce matin. L'opération baisse a donc commencé. Depuis ce matin, la réduction des taux de TVA fait que les prix sont moins élevés. Cela n'a pas été sans poser quelques problèmes. Dans ce grand magasin, par exemple, il a fallu modifier les étiquettes de quelques 7 millions d'articles. Même souci à une moindre échelle chez les petits commerçants qui travaillent souvent seuls. Vous avez changé toutes vos étiquettes, monsieur, ce matin? Oui, j'ai commencé à 4 h, j'ai ouvert à 6 h 15 et j'ai commencé la vente à 11 h 10. Voilà, monsieur. Il y a 10 centimes de moins de TVA, monsieur. Oui. La baisse la plus spectaculaire, c'est sur quel produit? Il y a dans le gruère, les mentales, et puis aussi dans les camemberts. Dans les camemberts, il y a quelques centimes, c'est très peu, parce que la TVA des fromages est réduite. Alors, en fin de compte, c'est surtout dans les produits luxe que la baisse est spectaculaire, si vous voulez. Je vois le rhum steak ici, par exemple. Oui. Il est à 27,99 le kilo. Il est à combien? 29 francs. Pour vous, acheteurs, cela se traduit sur les produits manufacturés par une baisse de 2,44%. Pour la pâtisserie fraîche, la baisse est de 9,01%, pour les produits alimentaires de 0,47% et pour la viande de bœuf de 7%. Pendant le mois de janvier, les commerçants doivent signaler la baisse, soit en indiquant l'ancien et le nouveau prix de vente, l'ancien prix étant barré, soit en signalant en vitrine que la baisse du taux de TVA est pratiquée. Bon, alors 3% ici. Voilà. 11 220. Voilà. 3300, 3326. Pour ce matin, au départ, je ne peux pas changer les étiquettes et je fais 3% de réduction à la caisse. Mais ce matin, en faisant votre marché, vous êtes-vous rendu compte de la baisse des prix? Il faut le dire, et toutes les personnes que nous avons interrogées l'ont confirmé, cette baisse n'a pas été très sensible devant les caisses. Il faudra attendre d'avoir fait les comptes à la fin du mois pour tirer quelques conclusions. Ça me semble très compliqué d'avoir tous ces décomptes sur des chaussures, par exemple, pour tirer de 44%. Est-ce que depuis ce matin, vous avez ressenti la baisse de la TVA en payant à la caisse? J'arrive à peine. Pour l'instant, non. Sur le beefsteak, non? Je me suis pas rendu compte, je dois vous dire. Une question maintenant à M. Giscard d'Estaing, avant qu'il ne réponde à celle de Joseph Pauly. Disposez-vous, Monsieur le Ministre, de moyens sérieux de contrôler que cette baisse des TVA sera bien appliquée partout et intégralement? Oui, d'ailleurs, c'était la première journée de votre expérience. Je me demande si les commerçants et surtout les consommateurs ont bien compris le mécanisme que vous avez mis au point pour faire baisser les prix. S'il n'y a pas quelque confusion concernant cette TVA, est-ce que vous pourriez, en appelant un exemple, nous reparler de ce mécanisme? Très volontiers, le mécanisme est simple, c'est la réduction de l'impôt qui frappe les produits au moment de leur vente, la taxe à la valeur ajoutée. Si vous prenez un produit, mettons une paire de chaussures, et je prends un prix symbolique, il est d'ailleurs trop cher, un prix de 100 francs, actuellement, lorsque le produit vaut 100 francs, la TVA est de 23, il est donc vendu 123 francs. Nous avons réduit la taxe à la valeur ajoutée de 23 à 20, et donc ce produit devrait être vendu désormais 120 francs. La réduction, c'est donc 3 francs sur 120 francs, ce qui fait 2,44%. La réduction donc normale que les consommateurs doivent attendre sur l'ensemble des produits industriels qu'ils achètent est de 2,44%. La réduction, on l'a rappelé, sur d'autres produits alimentaires est différente. Par exemple, sur la pâtisserie, elle est de 9%, sur la viande de bœuf de 7%, et sur les autres produits alimentaires courants de 0,4%. Voilà le mécanisme. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si nous avions le moyen de surveiller l'application. J'ai reçu tout à l'heure à 7 h le directeur des prix qui est venu me rendre compte du déroulement de l'opération, et j'avais demandé que les directeurs départementaux m'envoient aujourd'hui un télégramme pour décrire la manière dont les choses se passaient dans chacun des départements français. Et je peux vous dire que les résultats sont tout à fait encourageants.
À l'heure actuelle, suivant les départements, entre 70% et 80% des commerçants ont affiché les indications que nous leur avions demandé d'afficher. Je remercie d'ailleurs les commerçants pour leur concours, car il est remarquable que la première journée d'une opération complexe, vous avez vu tout à l'heure le travail matériel qu'elle exigeait de la part des commerçants, se soit traduit par 70 à 80% de résultats. On a cru déceler aujourd'hui, et notre film l'a montré, un certain scepticisme chez les consommateurs, pour ne pas dire plus. Est-ce que vous avez conscience de ce scepticisme? Alors, sur ce sujet, je voudrais dire la chose suivante. Nous sommes un pays qui a un petit peu l'habitude du scepticisme. Dans une action de cette nature, le scepticisme ne rend service à personne. Que ce soit le scepticisme des consommateurs, qui doivent au contraire soutenir l'effort que nous accomplissons, et également le scepticisme des commentateurs, qui doivent apporter leur contribution à la lutte nationale contre l'inflation. Car l'essentiel de cette opération, c'est un transfert de ressources de l'État vers le consommateur de 7,5 milliards de francs actuels. C'est donc une opération d'une très grande ampleur, dont l'application a été très bien préparée par l'administration, et je dois dire que j'ai noté la rapidité, la précision avec laquelle cette opération a été montée, et qui désormais est, je crois, bien appliquée par la distribution, c'est-à-dire par les commerçants eux-mêmes. Il y a une question que les consommateurs se posent, ils se demandent si les commerçants ont le choix. Est-ce une baisse autoritaire ou non? C'est une baisse obligatoire, puisque c'est la baisse de l'impôt et que l'impôt est obligatoire. Donc nous diminuons l'impôt, les commerçants doivent répercuter intégralement cette baisse, c'est une baisse obligatoire. Ce n'est pas une baisse autoritaire en ce sens que nous n'avons pas décidé de fixer nous-mêmes les prix que les commerçants devaient appliquer. Nous leur avons fixé des règles et c'est au commerce, à la distribution d'appliquer ces règles. Mais si nous avions adopté un dispositif de contrainte, je ne suis pas sûr que les résultats auraient été meilleurs. Croyez-vous que par la contrainte, nous aurions obtenu dès le premier jour 70 à 80% d'application de nos mesures? Je pense que ces mesures coûtent cher à l'État. Comment les financez-vous? Ces mesures, en effet, coûtent au budget de l'État 7,5 milliards de francs que le budget transfère aux consommateurs. C'est une sorte de dividende fiscal que l'État restitue aux consommateurs. Comment va-t-il les financer? D'abord, première nouvelle importante, le budget de 1972 va se solder par un excédent budgétaire substantiel. Le déroulement de l'exécution du budget est positif, nous aurons donc un excédent 72, et c'est une partie de cet excédent que nous allons restituer aux consommateurs sous forme de baisse de la taxe à la valeur ajoutée. Pour le reste, vous savez que nous allons en assurer le financement par anticipation, par l'émission d'un emprunt. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, on a pu voir dans les banques une affiche que je pense on va nous montrer, voilà, l'affiche de l'emprunt. Alors parlez-nous de cet emprunt, monsieur le ministre. Je parlerai d'abord de l'affiche, parce que oui, j'espère que vous trouvez que l'affiche est belle. Nous l'avons choisie pour qu'elle donne une certaine idée, une certaine image de la France moderne. Cet emprunt sera émis le mardi 16 janvier, donc exactement dans 2 semaines. La publicité pour l'emprunt commencera d'ici 48 heures, de façon à assurer l'information complète des souscripteurs. Vous savez que nous souhaitons que ces souscripteurs soient les Français eux-mêmes, les particuliers. Nous ne souhaitons pas que cet emprunt soit souscrit par les résidents étrangers, car c'est essentiellement un emprunt qui s'adresse à l'épargnant français. Pour le montant de cet emprunt, nous prévoyons 5,5 milliards de francs. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je signerai avec les organismes de placement, c'est-à-dire l'ensemble du réseau bancaire, des caisses d'épargne, du crédit agricole, des banques populaires, des comptables publics, des PTT, la convention de placement de ces 5,5 milliards de francs d'emprunt. Le taux d'intérêt sera de 7% et il y aura une garantie par référence, vous le savez, à l'unité de compte européenne. C'est-à-dire que si la valeur du franc exprimée en unité de compte européenne venait à changer, le capital remboursé et le coupon annuel seraient eux-mêmes ajustés. Eh bien, nous vous remercions. Avant de me remercier, j'ai une dernière précision, si vous me le permettez, à vous apporter. Je me suis préoccupé d'une situation particulière qui est celle des petits épargnants. Parce que cet emprunt aura des coupures de 1 000 francs. Et pour gérer un emprunt d'État, pour que ce ne soit pas trop onéreux au point de vue matériel, nous ne pouvons pas faire des coupures plus petites. Mais certains se diront, il y a des petits épargnants qui souhaiteraient souscrire pour des sommes inférieures à ces 1 000 francs. J'ai donc demandé aux caisses d'épargne, au Crédit Agricole et aux banques populaires de prévoir un dispositif de souscription permettant à des souscripteurs de ressources modestes d'étaler leur paiement pour leur souscription à cet emprunt national. Et ainsi, les Français de toutes conditions, s'ils souhaitent apporter leur contribution à la lutte contre l'inflation, seront à même de le faire. Merci, j'espère que les petits épargnants en ont pris bonne note.
La suite des nouvelles, comme en chaque début d'année, le président de la République reçoit depuis hier les vœux des principales personnalités françaises et étrangères. Devant le corps diplomatique, M. Pompidou a parlé du plus grave problème international de l'heure, la guerre du Vietnam. Nous allons écouter un extrait des déclarations du président de la République. Confiant d'être l'interprète agréé de mes distingués collègues, c'est avec les vœux les plus fervents que je souhaite à la noble nation française et à vous-même, Monsieur le Président, qui l'a représenté si dignement, une prospère et heureuse année nouvelle. Monsieur le nonce, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, jamais peut-être le message du souverain pontife n'a été aussi proche du cœur des hommes. Le monde entier, et tout particulièrement la France, ont pu croire pendant plusieurs semaines que la terre douloureuse du Vietnam allait enfin, après plus d'un quart de siècle, connaître la fin de ses souffrances. La politique, au sens le plus noble du terme, semblait l'emporter sur la guerre et son cortège de misère. Nous constatons que malheureusement, il n'en a rien été. Et nous le regrettons profondément, de même que nous avons regretté ce subit et brutal recours aux armes. Mais puisque semblent s'ouvrir de nouvelles perspectives, je veux croire de toutes mes forces que nos espérances ne seront pas déçues une seconde fois. Je souhaite que le plus rapidement possible un accord intervienne, quel que soit, lorsqu'il s'agit d'un conflit comme celui qui se poursuit au Vietnam, les difficultés réelles. Je déplore d'autant plus le retard que l'on pouvait attendre du succès un effet d'entraînement. On se mettait déjà à penser au Proche-Orient et l'on pouvait concevoir que là aussi, une solution se dégagerait peu à peu. Alain Fernbach, en recevant au Palais de l'Élysée les vœux de la presse présidentielle et de la presse diplomatique, M. Georges Pompidou a parlé des problèmes de l'heure les plus graves. Et il a fait un tour d'horizon de la situation, il a parlé du Vietnam, mais il a parlé aussi de la politique intérieure française. Comment est-ce que les choses se sont passées? Eh bien, cela s'est déroulé au cours d'une mini-conférence de presse tenue dans le salon Murat, où se tient habituellement le Conseil des ministres. Une mini-conférence de presse qui était en fait une introduction à la conférence que le président de la République donnera mardi prochain, 9 janvier. Mais dès aujourd'hui, M. Pompidou a précisé sa position, la position du président de la République devant les élections législatives. Je ne suis pas, a dit le président, un chef de parti, mais je suis obligé de constater que j'ai été élu sur un certain nombre d'objectifs que le pays a ratifiés en m'élisant. Mais, a ajouté M. Pompidou, un certain nombre de directions essentielles sont mises aujourd'hui en cause par certains. Cela crée un problème. Cela m'oblige non pas à faire voter pour Durand ou pour Dupont, mais à faire comprendre aux Français les incompatibilités qui sont ainsi créées. Le pays tirera les conséquences qu'il voudra et moi-même, je tirerai les conséquences de ces conséquences. Une question d'un journaliste sur les sondages, réponse du président, je suis contre l'interdiction de tout moyen d'information, quels que soient ses défauts, évoquant les résultats des derniers sondages. Réponse du président, souvenez-vous des élections présidentielles de 1969, les sondages m'ont souvent laissé paraître en mauvaise posture et vous avez vu les résultats. Vous voyez, tout ce qui a été dit sur le plan de politique intérieure est clair et important, mais M. Pompidou reviendra en détail sur ces problèmes au cours de sa conférence de presse de mardi prochain. Conférence de presse qui sera essentiellement consacrée aux problèmes de politique française, mais aussi à la politique internationale, car elle se tiendra à la veille du départ de M. Pompidou pour la Russie, l'Éthiopie et Djibouti. À propos de la rencontre avec M. Brejnev, M. Pompidou nous a précisé que c'était une rencontre informelle et hors protocole, une rencontre pour échanger les points de vue sur tous les problèmes actuels. Enfin, le président a évoqué le problème du secret et de la presse. Il est énergiquement contre le secret pour le secret, mais le juge nécessaire tout de même dans certains cas, en particulier en politique étrangère. M. Pompidou pensait sans doute
aux négociations sur le Vietnam. À ce propos, il a livré un secret en quelque sorte. Il nous a confié qu'il avait entretenu depuis la reprise des négociations une correspondance avec le président Nixon, mais il n'a rien dit du contenu. Hélas. Toujours à propos du Vietnam, de son côté, M. Maurice Schuman a déclaré aujourd'hui, en réponse à une question sur le rôle joué par la France dans la négociation, oui, incontestablement, la France a joué un rôle, non pas exclusif, mais un rôle que j'ose qualifier d'essentiel. Nous avons préféré parler peu et agir le plus possible. Au moment où les négociations entre Américains et Nord-Vietnamiens reprennent, les points de vue sur le fond ne se sont pas encore rapprochés, a précisé M. Maurice Schuman. Les experts américains et nord-vietnamiens ont repris leurs entretiens cet après-midi à Choisy-le-Roi, dans la banlieue de Paris. Les délégations sont dirigées par M. Trac, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDV, et Sullivan, secrétaire d'État adjoint à Washington. Notons que les bombardements américains ont repris cet après-midi sur la partie méridionale du Nord-Vietnam, la suspension des bombardements au nord du 20e parallèle restant bien sûr en vigueur. À Saigon, le président Thieu a décidé pendant ce temps d'envoyer dans le monde entier 2 émissaires de haut rang chargés d'expliquer sa politique. Après le Vietnam, l'autre point chaud du globe, c'est le Proche-Orient. Combat aérien aujourd'hui entre avions israéliens et syriens. Des avions israéliens ont d'autre part provoqué un certain émoi en survolant à vitesse supersonique à basse altitude des routes où la DCA est intervenue. Comme à l'accoutumée, les versions sur les résultats du combat aérien divergent. Le président Sadat sait qu'une guerre limitée contre Israël ne servirait à rien. Nous devons nous préparer à une guerre totale, c'est ce que déclarait hier le colonel Kadhafi. En portant ce jugement sur le comportement de l'Égypte, le premier Libyen montrait une fois encore que, pour lui, la Fédération des républiques arabes était une réalité. D'autant que c'était hier le 8e anniversaire de la révolution palestinienne. Dès lors, pour celui qui se veut, depuis la mort de Nasser, le leader du monde arabe, tout ce qui concerne la cause est un domaine privilégié. C'est ainsi que l'agitation estudiantine en Égypte entrait naturellement dans le cadre de son allocution. Les étudiants qui demandent la reprise de la guerre doivent être réalistes et réfléchir davantage. Un rappel à l'ordre, une mise en garde qui aura peut-être plus de poids, vu la personnalité du premier Libyen, que les allocutions du président Sadat. Car le chef de la République arabe d'Égypte n'est pas à l'aise. Il doit faire face en ce début de 73 à un conflit religieux entre les Coptes et les musulmans. Son discours du 28 décembre en est la preuve. Il doit aussi affronter, une fois encore, ses étudiants, ceux-là même qui, il y a 1 an à peine, remettaient sa politique en cause. Enfin, il y a l'opinion, sans cesse tenue en haleine, à qui il faut expliquer pourquoi les hostilités ne reprennent pas. Les accrochages entre Israël et la Syrie sont limités dans le temps et dans l'espace, mais dès que la Syrie prendra la décision d'entrer dans une guerre totale, nous entrerons également dans la guerre. 1973 verra peut-être la fin du conflit vietnamien. D'autres points chauds couvrent toujours dans le monde. Le Proche-Orient sera peut-être, il faut le souhaiter, la prochaine étape de la marche vers la paix. Un communiqué publié en première page du journal du Parti communiste français, L'Humanité, ce matin, annonce que M. Brejnev, secrétaire général du Parti communiste du RSS, et M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, se sont rencontrés le 29 décembre à Moscou. La réunion s'est déroulée, je cite L'Humanité, dans une atmosphère d'amitié fraternelle et a manifesté la communauté de vue des 2 partis sur toutes les questions abordées. Les 2 partis se déclarent prêts à favoriser les actions communes, notamment avec les partis socialistes, dans l'égalité des droits et le respect mutuel. Fin de citation. C'est en quelque sorte l'approbation par Moscou de l'accord entre communistes et socialistes français. Je rappelle une nouvelle fois que le président de la République se rendra en Union soviétique le 11 janvier pour une série d'entretiens non officiels avec M. Brejnev. Une dernière nouvelle concernant l'étranger. À la fin de ce mois, des négociations officielles s'ouvriront entre Madagascar et la France pour la révision des accords de coopération. L'actualité sociale maintenant, dans les PTT, grève par roulement à l'appel de la CGT et de la CFDT sur le plan national et de FO pour Paris. Elle a commencé aujourd'hui, elle se poursuivra jusqu'au 6 janvier. Un reportage à ce sujet. Les motifs de cette grève qui touche les centres de tri et les ambulants, insuffisance des effectifs, revalorisation des heures de nuit, la prime horaire est actuellement de 1,50 franc, les postiers demandent 2 francs, avancement de l'âge de la retraite de 60 à 55 ans pour les employés du tri et enfin, la titularisation des auxiliaires avec garantie d'emploi et de salaire. Les syndicats se déclarent prêts à négocier avec M. Hubert Germain, le ministre des PTT, mais en cas de non-réponse de sa part, ils menacent de poursuivre leur action au-delà du 6 janvier. Cette grève devrait provoquer des perturbations dans le courrier à partir de jeudi. Information générale, nouvelle avalanche dans les Alpes. 2 personnes ont été ensevelies à Lanlebourg en Savoie. Une seule d'entre elles a pu être dégagée vivante.
D'autre part, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, il faut signaler la naissance de quadruplés. Les enfants et leur mère se portent bien. De Belfort, on apprend ce soir que le juge d'instruction, M. Pinault, a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Nicole Mercier. Ce professeur de philosophie a inculpé, vous vous en souvenez peut-être, d'outrage aux bonnes mœurs pour la lecture en classe d'un tract intitulé « Apprenons à faire l'amour ». Le procureur de la République a publié un communiqué précisant notamment les éléments recueillis par l'information laissent persister un doute sur l'intention délibérée d'outrager la pudeur de l'auditoire. Dans ces conditions, les faits reprochés, dit ce communiqué, semblent relever de l'appréciation des autorités universitaires. Fin de citation. La lutte contre l'usage de la drogue, première arrestation de l'année, les policiers parisiens et américains ont saisi dans la capitale 15 kilos d'héroïne et procédé à 4 arrestations. Les sports maintenant. Du ski, slalom spécial féminin de Maribor en Yougoslavie, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, l'épreuve compte pour la Coupe du Monde, demain aura lieu le slalom géant féminin. Voyons le reportage pour la journée d'aujourd'hui. Mais où sont les neiges d'antan? C'est actuellement le leitmotiv des organisateurs. Il aura fallu aujourd'hui, pour construire cette piste de Maribor en Yougoslavie, 200 camions de neige et de l'eau. Résultat, c'est sur de la glace que les concurrentes du slalom spécial étaient censées faire preuve de leur adresse. Pour ajouter la difficulté, la pente présentait une déclivité inhabituelle. Aussi, 13 concurrentes seulement sur les 76 engagées termineront les 2 manches de ce parcours. Compte tenu de ces données, on attendait un exploit d'Anne-Marie Preul ou de l'américaine Barbara Cochrane. Mais sur l'ensemble des 2 manches, c'est la française Patricia Emonet, actuellement à l'image, qui devait l'emporter devant 2 Allemands de l'Ouest, Pamela Baer et Rossi Mittermeier. Originaire de Pras-sur-Arly, Patricia Emonet est âgée de 16 ans. Elle fait partie de la nouvelle vague de l'équipe de France, au même titre que Fabienne Serra, qui termine aujourd'hui 7e devant une autre Française, Isabelle Mille. Au classement de la Coupe du Monde, Patricia Emonet, déjà 3e à Val d'Isère, occupe la 2e place, derrière Anne-Marie Preul, aujourd'hui handicapée. Un nouvel hebdomadaire de télévision vient de naître, il s'appelle Télésuccès. Sa formule est originale, il sera lancé le 3 janvier par les éditions Talendier. Je l'ai en main, j'espère que vous le voyez, il ne s'agit pas d'un journal de programme. Ce périodique publiera l'adaptation de grands succès de la télévision. Les premiers numéros donneront notamment le texte intégral des Rois maudits de Maurice Druon et de La Demoiselle d'Avignon de Frédéric Hébrard et Louis Vell. Cet hebdomadaire paraîtra tous les mercredis au prix de 2,50 francs. Toujours à propos de télévision, vous savez que vous avez jusqu'au 8 janvier pour envoyer vos réponses au concours des 10 événements qui est organisé par 24 heures sur la Une. Je pense qu'il est nécessaire de vous donner un rappel du règlement de ce concours. Vous allez le voir tout de suite. Pour participer au concours des 10 événements, vous devez classer ces événements selon l'importance que vous leur accordez sur le plan historique. Événement numéro 1, les partis en campagne. La bataille préélectorale a fait rage de longs mois avant l'ouverture officielle de la campagne. Événement numéro 2, le long chemin de la paix au Vietnam. Événement numéro 3, les Françaises en mutation. Une année de revendications, mais aussi d'importantes mesures gouvernementales en faveur de la femme. Événement numéro 4, des hommes sur la Lune, des robots dans l'espace. Les engins exploratoires envoyés vers Mars, Vénus et Jupiter prennent le relais d'Apollo. Événement numéro 5, le changement de gouvernement en France. Événement numéro 6, l'attentat de Munich. Événement numéro 7, la victoire de M. Brandt. Événement numéro 8, les églises et la politique. Les catholiques rassemblés à Lourdes et les protestants à Caen définissent leur attitude devant les problèmes politiques. Événement numéro 9, l'inflation et la hausse des prix. Événement numéro 10, l'Europe à 9. En 1972, la communauté européenne est passée de 6 à 9 membres. Une liste type sera établie d'après l'ensemble de vos réponses. Les concurrents qui auront indiqué cette liste seront retenus pour la sélection finale. Une question subsidiaire départagera les ex-aequos. Attention, il s'agit d'indiquer les noms des présentateurs et non ceux des chroniqueurs spécialisés dans diverses rubriques. Les réponses devront être envoyées avant le 8 janvier minuit au service de presse de la première chaîne, 19 rue Cognac-Gray, Paris. Les gagnants de ce concours recevront des téléviseurs et des postes de radio. Notre journal est terminé. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite de passer une excellente soirée et vous dis à demain. Au revoir.